Bonjour à tous, ici Claire Laplace. Je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre des talents du nord de la France et désormais au-delà, à la rencontre de ceux qui, en France, innovent dans l'économie circulaire et le changement de nos modes de consommation. Je suis persuadée que chacun peut agir pour faire bouger les lignes. Alors, explorons ensemble les possibilités infinies de notre action. Comme à chaque fois, si vous aimez ce travail, dites-le moi sur Apple Podcast, en attribuant à La Boussole une note 5 étoiles et en laissant un commentaire. Pour cet épisode, je vous propose de découvrir Rizlet Jougleux, cofondatrice de Mutine, qui propose des solutions de nettoyage performantes et respectueuses de notre planète. Rizlet nous parle de son parcours, ses années chez McBride, son expérience indépendante et enfin sa volonté de se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat en créant Mutine. Avec Rizlet, pas de langue de bois, pas de greenwashing, mais un vrai souci de qualité et de respect pour l'environnement. Rizlet est passionnée par son métier et vous le verrez, elle ne laisse rien passer. Pour elle, nous avons tous un rôle à jouer. Avec Rizlet, nous avons parlé d'audace, de sortir du cadre, d'engagement, de passion, de développement, de l'importance de s'entourer lorsque l'on entreprend et des défis de la création d'une entreprise en couple. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les liens vers Mutine ainsi que toutes les personnes et initiatives citées pendant notre échange. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Ghislaine. Bonjour. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation dans La Boussole. Alors Ghislaine, tu as fondé avec Romain, ton époux, Mutine, qui propose des produits ménagers qui sont complètement différents de ce qu'on peut trouver par ailleurs dans le commerce, qui sont à la fois biodégradables, composés à 95% d'ingrédients d'origine naturelle, qui ont une vraie démarche éco-responsable. Mais avant de fonder Mutine, tu as fait des études en chimie, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu veux bien qu'on revienne un peu sur cette première partie de ton parcours ? Avec plaisir. Et juste pour ton information, ça se prononce Rizlet. C'est d'origine marocaine, d'accord. Effectivement. Ok. Ça marche. Alors, l'origine. J'ai 40 ans depuis peu. Ouais. Et j'ai fait mes études à Lille 1. Et je suis diplômée d'un DESS de chimie de formulation. J'ai fait l'entièreté de mes études à Lille 1. Donc, j'ai fait un DESS, une licence maîtrise de chimie. Et depuis 2004, j'ai commencé à travailler. Et j'ai commencé à travailler notamment chez McBride. C'était un grand fabricant en fait, de produits détergents et de cosmétiques européens, chez qui j'ai occupé différents postes. D'accord. Oui, tu es resté quasiment 13 ans au final chez McBride. Quasiment. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, cette expérience chez McBride ? Beaucoup de choses, puisque c'est quand même ma première expérience professionnelle. Je suis arrivée dans le monde industriel. J'ai commencé à travailler sur leur site de Moyaux en France. Et pendant cette période, ça a duré à peu près 1 an et demi, j'ai développé des produits lessiviels, des poudres lessivielles, des tablettes lave-vaisselle, des tablettes anti-calcaire, ce genre de produits. Et j'étais sur un site de production. Donc déjà, c'était génial de pouvoir voir. Tu as le labo qui se situait à 10 mètres de l'usine. Donc tu pouvais très rapidement voir le résultat de tes travaux de recherche au labo et ce que ça donnait directement en production. Et donc ça, c'était ma première expérience chez eux. Ensuite, j'ai été mutée sur leur site belge à Étainpuy, donc pas loin de la frontière de Moucron, pas loin. Oui. Et là, j'ai occupé différents postes. Donc, j'ai encore travaillé quelques années en R&D. Ensuite, je suis passée au service commercial. J'ai occupé un poste de support technique et affaires réglementaires auprès de l'équipe commerciale. Et ensuite, j'ai fini aux achats. Donc, c'est vraiment une expérience dans une entreprise internationale qui m'a permis de toucher à différents jobs et de voir un peu différents départements, découvrir différents mondes, différentes façons de travailler. Donc, c'était vraiment très, très intéressant au niveau apprentissage pour moi. Et en fait, tu as ajouté différentes cordes à ton arc en plus de ton diplôme en fait en chimie, quoi. C'est aller bien au-delà. Carrément, parce que je suis super curieuse et j'aime pas rester dans une zone de confort. Donc, dès que j'ai fini d'apprendre, dès que j'ai l'impression
C'est vraiment mon impression quand j'ai le feeling. Je sens que, un poste, j'ai acquis les différentes connaissances, compétences. J'ai besoin d'apprendre autre chose. Et j'ai toujours été curieuse. Et pour une chimiste super extravertie, j'ai envie de dire. Donc, pour moi, c'était super facile de passer du labo au service commercial. Et c'était très enrichissant. D'accord. C'est qu'on aime bien nous mettre des fois dans des petites cases, voilà, et finalement, toi, à chaque fois, tu sors du cadre pour aller apprendre de nouvelles choses. Totalement. Et pour autant, c'était pas gagné au départ, parce qu'on m'expliquait bien que ma place, elle était en R&D et que je rentrais pas forcément dans le moule des gens de la R&D. Et mon idée, c'était pas de changer. Je peux pas me changer. Je suis qui je suis. Et donc, l'idée, c'était de se dire, OK, je vais découvrir d'autres choses et pourquoi pas apporter ma compétence de chimiste au sein du service commercial. Parce que ça sert de savoir de quoi on parle quand on vend. Tout à fait. C'est important. Donc, c'est vachement important. Et donc, à l'époque, pour la petite histoire, ils ont créé un poste pour moi. C'est-à-dire que j'ai poussé la porte du directeur commercial et je lui ai expliqué, voilà, aujourd'hui, je suis en R&D, je développe des produits, mais je vois pas la finalité. Et parfois, on a des super produits qui se vendent pas. Alors, comment je peux faire pour aider demain ? Parce que, j'aime vendre, j'aime présenter mes produits et je veux défendre mes produits en face des clients. Et comment je fais pour vous aider ? Alors, il m'a regardé là pendant quelques secondes. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Je lui ai dit, on peut peut-être voir si on peut créer un poste ensemble. Et il me dit, écoute, tu me prends à froid là, je sais pas, mais tu peux peut-être rédiger quelque chose. Donc, j'ai rédigé le descriptif de poste, du poste que j'ai occupé quelques mois après. D'accord. Ah, c'est fou, ça. Ouais, c'était super. Je me suis dit, comme quoi, au culot, parfois. Ouais, des fois, il faut oser. Il faut pas avoir peur de ses propres envies et d'aller... c'est ça. Parce que j'aurais pu attendre longtemps, sinon, je pense. Ouais. Oui, des fois, il ne faut pas regarder les trains qui passent. C'est ça. Ouais, c'est sûr. Et donc, après, c'est quasiment 13 ans chez McBride. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu décides de quitter cette très grande entreprise, d'abord pour te lancer à ton compte, et puis après pour lancer Mutine ? Besoin de voir autre chose. Au départ, on valorise beaucoup le fait de travailler dans une grande entreprise parce qu'on apprend beaucoup. Pour le coup, tous les systèmes de formation sont mis en place, il y a une vraie organisation, il y a un organigramme, tout est assez clair. Et donc, on peut évoluer et apprendre. À un moment donné, comme je l'expliquais tout à l'heure, quand on arrive dans une zone de confort, et même parfois qu'on se pose des questions par rapport à notre éthique, on commence à se poser, au départ, on est dans un mode apprentissage. Donc, j'ai pas envie de dire qu'on a des œillères, mais on avance, on apprend. Et à un moment donné où on comprend pourquoi on fait les choses. Et à ce moment-là, on se dit, OK, est-ce que je suis forcément aligné avec ce que je suis en train de faire ? Est-ce que je suis forcément à l'aise ? Et je me suis posé la question pendant longtemps. Il s'est passé 2 ans où j'ai vraiment fait ma petite colonne de je reste, je pars, pourquoi je reste et pourquoi je partirai. Et au bout d'un moment, ça devient une évidence. Quand on n'endort pas la nuit, quand on a besoin d'être valorisé, quand on a besoin d'être autre chose qu'un employé lambda, je pense que c'est le moment de partir. Et c'est comme ça qu'au mois de juillet 2017, je me suis lancée en tant qu'indépendante. Et j'ai eu là une chance, beaucoup de chance, puisque une semaine après m'être lancée, j'ai trouvé un contrat. Et pas des moindres, c'était un très gros contrat. Et j'ai vachement apprécié le contact des clients. Je me sentais valorisée parce que j'avais une réelle expertise que je leur apportais. Et d'avoir ce retour en fin de semaine de personnes qui étaient vachement contentes parce que voilà, on venait de leur enlever une épine du pied. On arrive, nous, avec une expertise qu'on sait, qu'on connaît, qu'on valorise, ok, mais on ne se rend pas compte à quel point chez les autres, elle peut être importante parce que vous venez de débloquer des situations qui durent depuis quelques mois, peut-être même parfois des années. Et donc, on se sent valorisé. Et le fait, en fait, d'être indépendante, de travailler avec différents clients, eh bien, moi, je me nourris, en fait, de toute cette valorisation, de tous ces retours. Même quand ça ne va pas, quand on me fait un retour en me disant, bon, voilà, on aurait peut-être espéré que ça se passe de telle et telle manière, je le prends très, très bien et je m'améliore et je suis toujours là, en fait, voilà. J'ai cette valorisation, en fait, qui arrive en fin de semaine, en fin de projet et c'est vachement... c'est un moteur pour moi, en fait. Oui. Et qu'est-ce qui fait que donc, de cette fonction d'indépendante, finalement, tu t'épanouis, tu as des contrats qui arrivent, tu n'as peut-être même pas beaucoup de prospection à faire, j'ai l'impression. Pas du tout. Ouais, pas du tout, parce qu'en fait, j'ai eu un premier contrat pour lequel j'ai passé un coup de fil et coup de chance, ils avaient besoin de quelqu'un. Ensuite, ça a été que de la recommandation. Je travaille exclusivement que sur recommandation. D'accord. Et comment t'es venue l'idée de lancer Mutine ?
Pendant ces expériences, justement, parce que j'ai commencé à travailler avec différentes typologies de sociétés. Des très grandes sociétés internationales qui m'ont envoyé, au bout du monde pour gérer certains projets, comme des start-up françaises ou des distributeurs français, avec tous des attentes complètement différentes, mais avec un constat pour moi qui était assez évident. Je le savais avant, mais c'était encore beaucoup plus marqué pendant cette période d'indépendance de consultante. Aujourd'hui, quand on veut développer des produits écologiques, quand on veut consommer éco-responsable, quand on veut nettoyer, de manière éco-responsable, on nous renvoie forcément, je vais grossir un peu le trait, mais vraiment pour être clair, on nous renvoie forcément à 30 ans. Alors, on a une partie des marketing qui vont renvoyer le consommateur à une époque de nos grands-parents. On va vous donner une brosse et un savon. Et on va vous demander le dimanche de préparer votre lessive tout seul, ou bien de prédétacher, ou bien, de pré-tremper, ou de frotter plus fort. On va vous demander de faire des efforts, et on vous dira aujourd'hui que tout est dans vos mains. Si vous voulez améliorer la situation, de la planète, l'écologie, on commencera d'abord par vous faire culpabiliser de consommer ou de prendre, d'acheter un produit tout fait. Et après, on vous dira, tout est entre vos mains. Donc, vous devez accepter une perte de confort. Vous devez augmenter la charge mentale, parce qu'on en parle aujourd'hui. Enfin, on en parle. Et on se rend compte, en fait, que parfois, on nous pousse à l'augmenter, cette charge mentale. Vous avez cette partie, certaines marques qui vous poussent à ça, et d'autres qui vont manquer d'ambition. Manquer d'ambition parce qu'on va vous proposer des produits également tout faits. Mais c'est... j'ai pas envie de dire c'est ni fait ni à faire, mais ils vont pas au bout des choses. On réduit l'écologie aujourd'hui à la naturalité. Alors on suppose qu'un produit qui est 100% naturel, c'est un produit écologique, ce qui est complètement faux. Un produit écologique, c'est un produit qui vous permet d'en avoir une utilisation écologique. Et ça, on pourra en parler après. Mais ce constat était évident. Il y avait un constat de manque d'ambition, parce que je le sais, pour certains que j'ai accompagnés, il y a des technologies dans la chimie du végétal qui permettent de pousser des efficacités, qui évitent aux consommateurs de faire des concessions entre l'efficacité et son confort. Mais on ne le fait pas, parce qu'on part sur le postulat qu'un consommateur éco-responsable, c'est un consommateur qui est disposé à faire des concessions, à accepter que ce soit plus cher et à accepter de prendre plus de temps pour nettoyer ou accepter que son blanc jaunisse. En gros, c'est un peu ça. Et deux, c'était le constat le plus frappant, et j'avoue quand même que c'est celui qui m'a poussé à créer Mutine, c'était le greenwashing, la montée en puissance du greenwashing. Donc je ne sais pas si tout le monde comprend le terme, c'est le verdissage, c'est se faire passer pour plus vert qu'on ne l'est. Oui. Et ça, c'est extraordinaire à quel point ça a explosé. C'est pas qu'un constat de ma part qui serait subjectif, c'est un constat objectif qu'on peut même voir dans les différentes études qui ont été menées, les différents contrôles des fraudes et des autorités de la publicité. C'est une augmentation à 2 chiffres ces 2 dernières années. C'est extraordinaire parce que ça fait vendre. Oui, parce qu'il y a une attente du consommateur pour consommer différemment, et donc on fait passer pour plus vert que ne le sont certaines marques, certains produits. Quoi. C'est ça. Et c'est comme ça, en fait, que c'était un dimanche, je me souviens encore, un dimanche de décembre, où je discutais avec Romain et je lui faisais part, en fait, de mon agacement, puisque je venais de tomber sur une publicité greenwashée mensongère. Et je dis, mais j'en peux plus. Franchement, Romain, je n'en peux plus. Il m'agace parce que ça passe en plus comme une lettre, à la poste. Ça passe facile et personne ne dit rien. Et en attendant, ils vendent. Et en attendant, ils trompent le consommateur. Parce que le consommateur, on lui fait croire que finalement, acheter ce produit ou faire ce qu'on lui demande de faire, en l'occurrence, faire sa lessive à la maison, prédétacher, c'est un geste écologique. Alors qu'avec du recul et quand on a l'expertise, on peut démonter chacun de ces arguments. C'est faux, c'est même parfois pire. Et dans la plupart des cas, pire. Et donc, je disais comme ça naïvement à Romain, j'aimerais bien créer une marque qui aurait une visée pédagogique et qui viendrait être ce petit grain, en fait, ce petit grain de sel, ce petit grain de riz qui viendrait bloquer l'engrenage, en fait, du greenwashing. Et je lui ai lancé ça comme ça en riant, mais je lui ai dit, bon, moi, je sais que je suis bonne... sans prétention, je suis bonne en gestion de projet, je peux créer des formules, je peux gérer le lancement de la formule, mais moi, en logistique, supply chain, je suis nulle part. Et finance, encore moins. C'est pas moi qui fais les finances à la maison. Et donc, je dis ça à Romain, qui est en plein, en fait, qui venait de reprendre ses études.
il est à l'EDEC. D'accord. Et il prépare donc un executive MBA. Et il doit travailler en fait sur un consulting project pour valider en fait un projet de consultance en fait pour valider son diplôme. Et je lui lance ça en rigolant, en lui disant t'as qu'à travailler sur mon idée et tu verras bien ce que ça va te donner. Et il me dit franchement, il m'a un peu dit bon, tu me saoules quoi. Passe à autre chose, tu me saoules. Ok, d'accord. Et quelques semaines plus tard, il revient me retrouver en me disant bon, en fait, tu veux bien me reparler un peu de ton idée parce qu'il est chimiste également de formation. Romain. D'accord. Et donc il me dit tu veux bien me parler un peu de ton idée. Donc je lui reparle, je lui réexplique en fait le problème et ce que j'aimerais faire. Et il me dit écoute, je pense que je vais pouvoir travailler sur ton idée pour mon consulting project, mais vraiment pour t'aider, pour t'accompagner, pour voir s'il y a quelque chose de faisable ou pas. À ce moment-là, je lui dis également, ok, c'est bien, mais si c'est faisable, tu sais très bien, je suis pas forcément capable au niveau logistique, finance ou ces choses-là de gérer. Et donc, il fait mon consulting project. Et comme il est chimiste de formation, il a pu constater lui-même, puisqu'il a regardé vraiment tout le marché, il a étudié tout le marché, il a constaté lui-même ce fameux greenwashing, il a constaté le manque d'efficacité. Et on a eu des gros débats à la maison, parce que lui, il vient du secteur de la pharmacie, mais il me dit, mais comment ça peut être possible en détergent s'il n'existe pas de loi, il n'y a pas des fraudes. Voilà, il y a eu des gros débats à la maison. Je lui ai expliqué, il existe des lois. Mais voilà, ils passent à travers, pour la plupart. Et donc, à la fin, à ma grande surprise, mais vraiment à ma grande surprise, il me dit, Rislaine, en travaillant sur ton projet, je suis convaincue qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, si ça ne te fait pas peur, parce qu'on s'était juré de jamais travailler ensemble, il me dit, si ça ne te fait pas peur, eh bien, écoute, je serais super motivée pour le faire avec toi. Et moi, au départ, honnêtement, je prends ça pour une blague et je lui dis, t'es sérieux ? Il me dit, ouais, sérieusement. Et je lui dis, bon, ok, pourquoi pas vraiment, je tâte le terrain. J'ai dit, ok, pourquoi pas ? Il me dit, oui, écoute, ça m'intéresse et je vais démissionner parce qu'il a démissionné, en fait, de son poste pour Mutine. Pour Mutine. Et pour dire à quel point il était motivé, c'est que je me suis dit, c'est peut-être, il y a eu un test le jour où il a présenté sa démission. Il a présenté sa démission à son responsable qui venait de Barcelone, mais qui venait de Barcelone pour lui annoncer une promotion. Et qui nous envoyait potentiellement à Barcelone, puisqu'il prenait, un poste de direction. En fait, il était directeur d'usine et il prenait la direction de toutes les usines du groupe. Mm-hmm. Et ce jour où donc on lui annonce sa promotion, il demande à son chef, parce qu'il est gêné, il dit s'il vous plaît, arrêtez là, parce que j'ai quelque chose à vous annoncer également, je démissionne. Et en fait, quand il est rentré pour me dire, voilà, on m'a proposé une promotion, je me suis dit, il n'avait pas fini sa phrase. Je me suis dit, bon, ça y est, il a accepté, quoi. Il me dit, et j'ai dit, et donc ? Il me dit, j'ai refusé parce que, voilà, je lance la marque avec toi. Et donc, c'est là que je me suis dit, il est vraiment sérieux, il est convaincu et on va le faire. Parce que s'il vient de refuser cette opportunité qui était quand même géniale, c'est un signe. Et c'est là où on a commencé à travailler sur Mutine ensemble. Et ça ne s'appelait pas encore Mutine. Et ça s'appelle Mutine pour la référence à la mutinerie, pour mettre un stop au greenwashing. D'accord. Donc vraiment, parce que c'est vraiment ce qui nous anime aujourd'hui. Ok. Et comment ça se passe parce que donc toi, tous les deux, vous êtes chimistes, donc toi, tu sais faire la partie formulation des produits. Tu sais, comment est-ce que tu as des choses à déposer, des créations de produits, que des genres de brevets. Je sais pas comment ça marche quand tu crées comme ça des gammes de produits. Alors, dans la détergence et aussi bien dans la cosmétique, on pose très rarement en fait de brevets sur les formules qu'on développe. En l'occurrence, comment ça s'est passé ? On a développé avec Romain conjointement les formules. D'accord. Et on n'est pas fabricant, on est propriétaire des formules et on a travaillé avec aujourd'hui des fabricants français pour fabriquer nos produits. Mm-hmm. Donc, dans notre gamme aujourd'hui, on a 8 produits. Sur les 8, il y a une formule, c'est les tablettes lave-vaisselle qui ne nous appartient pas. C'est une formule catalogue, c'est une formule qu'on a achetée à un fabricant français parce qu'elle correspondait en tout point à notre cahier des charges. Okay. Et qu'on n'avait pas, en fait, les volumes suffisants pour pouvoir prétendre à la fabrication de notre propre formule chez eux. En attendant, comment on a travaillé ? C'est qu'aujourd'hui, on se partage les tâches. Je suis responsable du développement produit, de tout ce qui est un attrait avec les affaires réglementaires.
D'accord. Et Romain est une partie de la commercialisation. Romain travaille avec moi sur la commercialisation et il s'occupe de tout ce qui est finance et supply chain. Ok. Comme ça, chacun son job. Chacun son domaine. Voilà. Tout à fait. C'est important aussi de bien définir les domaines d'intervention de chacun. Quand on travaille à deux, de ne pas se marcher l'un sur les pieds, de chacun un peu son domaine. Complètement, parce que bon, faut pas se mentir, travailler en couple, c'est pas évident, c'est pas facile. Non, je veux bien croire. Et c'est d'autant plus difficile quand on parle d'un sujet que nous deux, on maîtrise. Quand je parle d'un sujet que je maîtrise et lui beaucoup moins, il va me faire confiance et vice-versa. Oui. Mais quand on maîtrise tous les deux, on se challenge quand même pas mal. Donc, mais ça nous tire vers le haut. Franchement, ça nous tire vers le haut. Toutes les discussions où on s'est challengé, ça a pris des jours parce qu'on ne lâchait pas. Tous les deux, on a 2 caractères. Mais finalement, au final, on se dit, OK, bilan, on a lâché tous les deux et on s'est tiré vers le haut parce que la version finale, elle est beaucoup mieux que la mienne ou la sienne initiale. Et donc oui, il faut quand même savoir mettre des limites à toute chose et avoir la bonne intelligence à un moment donné de s'arrêter et de se dire, voilà, c'est pas une question d'ego. On est là pour travailler pour le projet et on met en œuvre en fait tous les deux nos points forts pour nous tirer vers le haut. Oui, c'est ça qui est important. Ouais, c'est vachement important. Une bonne émulation. Pas d'ego. En fait. Voilà, ouais. Il faut certainement pas d'ego entre nous. Oui. Et donc, comment ça se passe pour trouver les premiers fabricants qui correspondent aussi à, j'imagine, tu as une charte éthique sur les matières, des exigences de qualité. Comment tu es allé les chercher ? Alors, pour le coup, ça, c'est mon monde. C'est le monde dans lequel j'évolue depuis que j'ai arrêté l'école, donc depuis 2004. Je vieillis. Donc, c'est mon réseau. C'est un réseau que je connais très, très bien parce que j'ai toujours été impliquée, en fait, dans ce que j'ai fait. Et j'ai très rapidement, au sein de McBride, demandé à faire partie, en fait, du syndicat syndicat en fait des savonniers, des fabricants. Et donc je représentais. Tu rencontrais en fait déjà d'autres personnes. Je représentais McBride au sein du syndicat. J'ai fait partie de groupes de travail, du comité d'orientation stratégique et également du conseil d'administration. Et c'est comme ça que j'ai connu en fait tout le tissu industriel français. Et ça m'a beaucoup aidée, puisque après, quand j'ai quitté McBride, c'est des gens avec qui j'avais des contacts et avec qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai été très souvent recommandée. C'est souvent eux qui me recommandaient. Et c'est auprès d'eux aujourd'hui que j'ai trouvé en fait les fabricants que je recherchais. Et comme tu l'as signifié, on est super strict sur les partenaires avec qui on veut travailler, parce qu'on s'implique à nous-mêmes une charte, qui est très ambitieuse. On a des produits qui sont éco-cert, avec une certification cruelty-free et vegan, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de tests sur les animaux. On dit souvent que c'est pas une revendication qu'on peut avancer pour nos produits, puisqu'en cosmétique, c'est interdit depuis 2013. Mais il faut savoir que dans nos produits, la détergent, c'est pas interdit. C'est à éviter, mais il y a encore des sociétés qui font des tests sur des animaux. Bien qu'elles sont pas nombreuses, mais c'est bien de le dire qu'on ne le fait pas. Et on valorise en fait tout ce qui est circuit court, et surtout on fait de l'éco-conception. On est la première marque à avoir éco-conçu l'entièreté de ses produits. Et l'éco-conception, ça consiste à faire des analyses de cycle de vie et de regarder en fait l'impact de tous nos produits pendant toute leur vie, en fait, de l'extraction de la matière première à la fin de vie, quand vous jetez l'emballage à la poubelle et quand les eaux de rinçage partent à l'égout. Et tout ça, on l'évalue. Et tous les partenaires avec qui on a travaillé, donc la société qui a fait avec nous les analyses de cycle de vie et nos fabricants, répondent à des critères stricts qu'on a établis avec Romain, d'éthique, et également s'assurer en fait qu'ils aient bien des politiques RSE, qu'ils aient bien, des politiques d'amélioration continue, qu'ils prennent bien en considération leur impact sur l'environnement, ce genre de choses. Et donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des belles sociétés en France qui peuvent nous accompagner. Qui peuvent le faire. Ouais. Oui, pour du coup être certain que le message que tu veux porter avec Mutine, il soit bien dans les produits et justement que ce soit pas du greenwashing. Tout à fait. C'est vachement important pour nous aujourd'hui. Et tu sais, on se prive de beaucoup de choses aujourd'hui. On se prive de beaucoup de choses parce qu'on veut rester fidèle à nos engagements. Oui, mais je pense que c'est essentiel en fait d'avoir sa ligne de conduite et puis de s'y tenir, que c'est cette honnêteté aussi que recherchent les consommateurs. Tout à fait. Ouais.
Et du coup, sur la partie distribution, parce que j'imagine qu'une fois qu'on a des beaux produits, le nerf de la guerre, c'est de les distribuer. Et ça, comment vous avez fait? Vous êtes allé taper à la porte des centrales d'achat? Tout à fait. Voilà. Alors pour le coup là, j'ai pas pu utiliser mon réseau complètement parce que moi j'étais réseau plutôt côté fabricant et matières premières, ce genre de choses. Mais là, sur les distributeurs, effectivement, écoute, on a pris notre téléphone, on a pris nos mails, on a contacté des personnes sur LinkedIn, on a passé 1 milliard de coups de fil pour pouvoir rencontrer des gens. Et l'idée, donc Mutine, on souhaite distribuer Mutine aujourd'hui dans les réseaux spécialisés bio. D'accord. Et pas en magasin en GMS, qu'on appelle la grande distribution. Et également sur notre site internet. Mm-hmm. Alors, pour ce qui est des réseaux bio, donc comme tu l'as dit, on frappe aux portes des centrales d'achat. Ici, en local, eh bien, écoute, on a fait magasin par magasin. Oui, je crois que vous êtes chez BBG, je pense. C'est ça, on est chez BBG, La Belle Vie, et on est dans pas mal de magasins Biocoop de la région également. Et donc ça, on les remerciera jamais assez de nous avoir mis le pied à l'étrier, parce que honnêtement, on peut pas se dire qu'il n'y a pas eu de soutien local. Il y a eu une écoute, et en même temps, bon, notre produit arrivait et répondait à une attente des consommateurs. C'est des produits qui sont éco-conçus. On n'a pas réduit l'écologie à la naturalité. Et en plus de ça, on a des produits, puisque je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a des produits les produits écologiques les plus efficaces du marché. On a des produits qui sont aussi efficaces que les leaders que tu trouves en grande distribution. Et ça, on ne fait pas que de le dire. On est sur le poids de la preuve. Tout ce qu'on dit, on veut pouvoir le démontrer. On a fait tester nos produits dans des laboratoires indépendants. Et ces laboratoires indépendants ont conclu que nos produits étaient au niveau de ces leaders du marché. Et c'est avec ces tests-là qu'on a frappé à la porte de chacun de ces distributeurs en disant, voilà, aujourd'hui, pour vos consommateurs et ce qu'on appelle, nous, les consommateurs, on a développé des produits ambitieux qui leur permettent de faire un geste pour l'environnement, avoir un geste éco-responsable, tout en évitant de leur demander un compromis. Oui. Tout simplement. Et donc, il y avait une certaine attente. Alors, il y a le côté local qui a aidé, il y avait l'attente, donc ça a aidé à ce qu'on rentre assez rapidement dans le Nord. On a lancé en plein confinement, il ne faut pas l'oublier. Oui, c'est ce que ça nous a vachement handicapés. Et donc là, on espère, on ne sait pas ce que ça va donner sur les prochaines semaines, mais on espère qu'on va pouvoir un peu sortir de la région, aller visiter d'autres magasins hors de la région. Mais il faut quand même être transparent. Ça nous a vachement ralenti sur le développement qu'on avait prévu sur 2020. Oui. N'empêche, on est quand même là. On a plus d'une 50aine de magasins aujourd'hui. Quelques-uns hors région. Et on est également vendu sur notre site internet. D'accord, ok. Et des plateformes comme Casidomi, par exemple, c'est des choses que vous regardez ou pas forcément Alors, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore envisagé. D'accord. Pour l'instant, on n'a pas encore envisagé ce genre de plateforme, pour être totalement transparent. D'accord. Ouais. C'est vrai que ça fait partie de ceux dont on entend pas mal parler en ce moment, qui montent bien. Et la fondatrice, c'est une Belge, en fait, donc c'est... Voilà, qui est donc pas très loin. Pas très loin ouais. Donc bon, c'est vrai que comme ils sont assez en pointe là-dessus, c'est aussi intéressant. Non, c'est vrai qu'en plus, tu vois, il faudrait voir dans quelle mesure notre modèle pourrait coller avec ce modèle-là. Alors, je parlais vraiment avec beaucoup de recul parce que je n'ai pas tous les éléments du modèle. Mais aujourd'hui, quand on a travaillé notre offre, notre éthique, elle est aussi bien dans le fait de ne pas tester nos produits sur les animaux, de ne pas faire de greenwashing, mais elle est également dans le prix juste. Et donc, au niveau des marges, on est vraiment sur des produits qui sont, je veux dire, tirés. Oui. Alors, je ne dirais pas qu'on les vend à perte ou qu'on les vend... je veux dire, bien évidemment, on doit faire tourner la société. On n'est pas une association, on est une société, donc on doit faire des... Il y a un but économique. Il y a un but économique, voilà. Mais le modèle, il n'est vraiment pas basé sur des marges qui nous permettraient, en fait, d'avoir des prix cassés toute l'année, tu vois. Oui, je comprends bien. C'est vachement... on est sur des formules qui... Quand je parle pas du produit fini avec l'emballage, je te parle vraiment de la formule qui est à l'intérieur, qui sont vachement chères parce qu'on a utilisé en fait des innovations qui sont issues de la chimie du végétal pour pouvoir pousser l'efficacité au niveau des leaders du marché. Aujourd'hui, tu n'as pas ça sur ce marché-là. Oui. Et c'est ce qui fait que bien que sur un prix facial en magasin, on ait un prix qui est comparable
aux concurrents. Oui, j'allais dire, parce que quand moi j'ai regardé tes prix... T'es comparable. Bah oui, tout à fait. Parce que justement, on les a travaillés en fait pour qu'il y ait un prix. On veut les rendre, on veut démocratiser ce type de produit. Et donc, on ne souhaitait pas faire de notre marque et de notre gamme des produits d'élite. Oui, c'est pas des produits de niche finalement. Voilà, tu vois, ou réservés à une certaine catégorie. C'est encore une idée, tu sais, toujours de qualifier les écolos entre guillemets de bobos, tu vois. Et pour nous, quelle que soit ta situation financière, tu dois pouvoir être en capacité d'avoir des gestes éco-responsables. Oui, tout à fait. Et donc, c'est pour ça en fait qu'on a travaillé, parce que bien que nos formules nous coûtent plus cher, on a travaillé sur des marges réduites pour pouvoir avoir un prix facial qui est comparable aux compétiteurs. Oui, non, mais certain. Et est-ce que tu as la sensation que, tu vois, tout ce qui s'est passé autour du coronavirus, les confinements, et la façon dont ça a pu faire évoluer les consommateurs dans leur mode d'achat, dans la conscience de l'impact qu'à titre individuel on peut avoir sur l'environnement, sur la planète, est-ce que pour toi tu penses que ça peut être aussi des vecteurs d'activité pour Mutine ? Alors, définitivement, il y a eu un impact. Avec certitude, tu vois, je pense que le consommateur a commencé à se poser de réelles questions entre l'équilibre de la façon dont on consomme, dont on vit, et la nature qui nous entoure. Et est-ce que finalement, on n'a pas déréglé le tout ? D'où ça vient ? Finalement, on se pose encore la question, d'où ça vient ? Et voilà, moi, je ne suis pas de ceux qui font partie de la tête, qui déploient des théories du complot, ce genre de choses, pas du tout. Mais à un moment donné, tu te poses des questions, effectivement. Est-ce que ce n'est pas notre consommation à outrance qui a poussé à ça ? Et aujourd'hui, le consommateur a un rôle à jouer. Et de manière factuelle, regarde, je vais revenir aux chiffres, et après, c'est peut-être parce que j'ai un esprit scientifique, mais quand on a fait nos analyses de cycle de vie, ce qu'on a démontré, c'est que je peux développer un produit éco-responsable, mais si au bout du bout, le consommateur dose mal, utilise sa lessive, je veux dire, à des températures excédant 40 degrés, surdose, utilise trop d'eau chaude, ce genre de choses, ça va avoir un impact sur l'environnement qui est extraordinaire. Oui. Parce que quand on regarde l'analyse d'un cycle de vie, par exemple pour la lessive, on se rend compte que 60% de l'impact sur le réchauffement climatique, il ne se passe pas sur toute la chaîne industrielle, tu vois, sur la fabrication, le transport, c'est à la maison quand tu choisis ta température de lavage. Oui. Et c'est pour ça que nous, on rabâche à chaque fois laver à basse température ou même à froid. Notre lessive, elle est efficace même à 20 degrés. Mais c'est le nerf de la guerre, il faut que ça soit efficace à froid. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai cité les consommateurs. Parce que ça ne suffit pas d'acheter un produit écologique, tu vois. Il faut l'utiliser de façon écologique. Oui. Et c'est pour ça qu'en préambule, je t'ai dit, on ne peut pas réduire l'écologie à la naturalité. C'est pas suffisant de dire que c'est 100% naturel, mais c'est facile. Franchement, c'est pas un challenge pour les chimistes de faire du 100% naturel. Le challenge, c'est que ça lave et à basse température et que ça, par exemple, que ça te préserve ta machine pendant plus longtemps pour que tu évites d'avoir à la changer plus vite. Et donc, tu es dans l'économie circulaire, tu es dans la limitation des impacts. Et donc ça, c'est vachement important et c'est pour ça qu'il faut bien avoir cette visée pédagogique. Et donc là, tu vois que le coronavirus, c'est une fenêtre extraordinaire pour nous. Quand je dis nous les marques, en fait, on doit jouer notre rôle. Oui, tout à fait. De pédagogie. Et c'est pour ça, en fait, qu'il faut très, très rapidement arrêter le greenwashing, parce qu'aujourd'hui, tu as un consommateur qui est disposé, qui dit « Ok, j'écoute. Comment je peux faire ? Comment je peux aider ?» Je suis en mode, voilà, comment je peux aider ? Oui. Et qui se pose des questions, parce qu'il n'a pas l'expertise dans tout, comme nous. Nous, on est experts dans la détergence, on n'est pas experts dans tout. Et qui est là, et qui est à l'affût de conseils et d'informations. Et aujourd'hui, il est bombardé de beaucoup de fausses informations, de beaucoup de greenwashing. Et donc, oui, il y a une prise de conscience, mais est-ce que du consommateur, on va dire, mais est-ce qu'il y a une prise de conscience des marques ? Pas forcément, parce qu'elles utilisent ce temps de, je veux dire... d'esprit, on va dire, de conscience du consommateur à mauvais escient, parce qu'on le bombarde de mauvais messages. Oui. Et c'est ça qui est malheureux. Et du coup, c'est ce que toi tu fais aussi. J'ai regardé un peu sur Instagram de Mutine. Il y a vraiment cette volonté pédagogique d'expliquer les produits, leur utilisation. Enfin voilà, c'est d'aller au-delà et sur des médias qui sont accessibles facilement, quoi. Instagram, ça c'est quand même très facile et de pouvoir donner autre chose, quoi. C'est pas juste des produits, c'est comment vous les utilisez, comment faire, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc., quoi. C'est ça. Pour moi, ça doit absolument passer par là.
ça ne doit pas absolument passer par la pédagogie. On ne fera rien. Moi, je peux me casser la tête, aller chercher des matières premières super écologiques, faire ce que je veux, avoir un produit super écologique. Si derrière, on n'explique pas aux consommateurs comment l'utiliser, ça ne sert à rien. On est là, on travaille dans un but commun. Mon but, c'est pas juste de vendre le produit écologique et me targuer d'être une actrice en fait du marché écologique et que voilà, j'ai fait mon petit bout. Si je donne pas les clés, si je donne pas les informations aux consommateurs, ça sert à rien. Ah, mais c'est certain. Ça sert à rien. Et c'est pour ça que pour moi, ça doit passer absolument par la pédagogie. Et je l'explique à nos équipes qui s'occupent de la communication. Je dis, si vous relisez votre message, par exemple votre post Instagram ou la petite pub que vous allez faire sur Facebook, ce genre de choses, s'il n'y a aucun enseignement à en tirer, vous recommencez. Parce qu'il doit avoir quelque chose de pédagogique. On doit pouvoir en tirer quelque chose. Et moi, je ne suis pas folle des procédures, mais j'ai une vraie procédure qui est rédigée qui se pose toutes les questions avant de poster. Et dans toutes les questions, c'est voilà, est-ce qu'il y a un apprentissage à en tirer ? 2, est-ce que je suis en capacité de démontrer tout ce que je viens d'annoncer sur ma pub ? C'est-à-dire, est-ce que j'ai les preuves ? Parce que je ne greenwash pas. Je veux absolument pouvoir démontrer à n'importe quel moment, je peux recevoir un message d'un compétiteur, d'un client ou des fraudes qui me dit comment t'avances telle revendication. Ben voilà, j'ai les tests, c'est un laboratoire indépendant, je sais le démontrer par tel et tel biais. Et j'ai tout ce process qui vient en amont en fait des communications. Et pour moi, les outils de communication, les réseaux sociaux, c'est une arme extraordinaire. Il faut savoir les utiliser. Aujourd'hui, on les appréhende. Parce qu'avant, je t'avoue, je n'avais pas du tout de réseaux sociaux avant de lancer Mutine. C'est moi, avant de lancer le podcast, pas du tout non plus. Voilà. J'étais juste spectatrice sur Instagram. J'aimais bien regarder 2-3 trucs. Même pas, je savais même pas que ça existait. Tu vois, j'avais LinkedIn parce que c'était pour mon job, pour le boulot. Et puis c'est tout. Et j'avais même pas de Facebook, j'avais strictement rien. Et donc aujourd'hui, je me rends compte en fait de la puissance de ces médias. Je me dis, ils sont tellement puissants que c'est dangereux, en fait, il faut les utiliser correctement. Et c'est pour ça qu'il faut peser le poids du mot à son importance. Et c'est pour ça que je regrette que beaucoup utilisent ces médias justement pour greenwasher, parce qu'ils ont une ampleur extraordinaire. Et ça se spread tellement vite. Ah oui, quand il y a des très grosses communautés, ça va très vite. C'est ça. Et alors aujourd'hui, tu pourras constater qu'on n'a pas des très grosses communautés, mais c'est aussi parce qu'on ne veut pas utiliser toutes ces techniques qui permettent d'aller vite et d'obtenir des très grosses communautés. Et notre message, finalement, quand on le regarde d'un point de vue marketing, il n'est pas toujours sexy parce qu'on est en mode pédagogie, on ne joue pas sur les peurs, on est anti-marketing anxiogène, donc on ne va pas vanter le sans ceci, sans cela. En attendant, quand on dit sans ceci, sans cela, on ne sait toujours pas ce qu'il y a dans le produit. Parce que mais c'est avec quoi ? C'est avec quoi ? C'est ça. Et donc, on n'a pas un marketing sexy, accrocheur. C'est beaucoup plus difficile, tu vois. Et on sait qu'on part, entre guillemets, si on veut appeler ça un handicap. Moi, je n'appelle pas forcément ça un handicap. C'est parce que, voilà, on part avec des outils et des process de communication qui sont éthiques. Et à côté de ça, tu as des gens, si on fait le parallèle avec le sport, qui se dopent, tu vois. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc, nous, on a décidé on est anti-dopage, voilà, on se dope pas au greenwashing, au marketing anxiogène. Et donc, finalement, effectivement, pour aller chercher le consommateur, pour l'intéresser, sans tomber dans, tu sais, le donneur de leçons. C'est super difficile. La limite entre je conseille et je suis pédagogue et donneur de leçons, elle est tellement... Elle est assez ténue, parfois. C'est ça. Ouais. Et donc, c'est dur parce que tu n'as pas envie, en fait, que quelqu'un se sente jugé avec le message que tu viens d'envoyer, alors que toi, tu veux juste donner une information. Tu n'as pas envie que quelqu'un le prenne à la figure en se disant « Tiens, je suis jugé, ça veut dire que je ne fais pas assez bien. » Non, ce n'est pas du tout le but. Et si ça l'est, il faut le dire, parce que moi, tout de suite, je m'excuse. Je veux blesser personne. Je veux que personne se sente jugé. Non, je suis là pour partager une expertise que j'ai. Et parce que voilà, je pense que c'est important. On a tous un but commun, c'est de limiter nos impacts sur l'environnement, parce que ça commence à devenir dramatique quand même, faut le dire. Et après, voilà, moi je suis preneuse aussi de l'expertise des autres, et qu'il faut, voilà, il faut pas se sentir jugé. Non, c'est sûr. Mais tu vois, ce que tu dis, moi ça me fait penser à plein d'autres marques qui sont dans cette même dynamique. Par exemple, tu vois, je sais pas si tu connais Dio pour les protections menstruelles justes et honnêtes. Non, je connais pas. Non. Voilà, elles sont aussi dans cette démarche-là, les deux femmes qui ont lancé cette entreprise. Ou même, je pense à June pour les couches avec la traçabilité. Enfin voilà, où tu peux vraiment savoir où sont fabriquées tes couches, avec quels matériaux et tout. Enfin, et qui sont pas dans une démarche culpabilisante. Au contraire, on te dit voilà. En gros, c'est comment tu peux améliorer
l'utilisation que tu fais des différents produits et comment tu as le meilleur prix possible sans compromis sur la qualité et sans faire de toi le vilain consommateur qui continue à acheter des choses parce que t'as quand même besoin, les protections mensuelles, t'en as quand même besoin. Quand t'as des enfants, des couches, t'en as quand même aussi besoin, mais voilà, tout le monde n'est pas prêt à passer aux couches lavables parce que voilà, c'est des conditions. Et tu dois pas les culpabiliser pour autant. Voilà. Tu vois, tu peux pas, je veux dire, on ne peut pas exiger de tout le monde, je veux dire, d'accepter des compromis parce que ça a un impact quand même sur ta vie, sur ta qualité de vie, il faut le dire quand même. Le samedi ou dimanche, au lieu de profiter pour faire du sport, de la lecture ou j'en sais rien, cuisiner avec tes enfants, tu passes ton temps à faire tes prédétachages ou à préparer ta lessive. C'est culpabilisant et je peux te dire qu'on a rencontré des personnes sur Instagram qui nous disaient en fait qu'à un moment donné elles se sentaient fatiguées psychologiquement en fait de toujours. Oui, c'est sûr. Tu vois, t'as une usure et donc il est urgent d'arrêter de culpabiliser le consommateur parce que le consommateur, si tu lui dis réellement quel est l'impact, personne ne pollue pour le plaisir. Personne n'utilise en fait des températures trop hautes pour augmenter le réchauffement climatique pour le plaisir. Personne. Il n'y a personne qui est assez sadique pour le faire de manière volontaire. C'est juste parce qu'il ne le sait pas. Oui. Tu lui dis, on lui a pas appris, c'est tout. Voilà. Tu lui dis et moi je trouve ça dommage qu'on n'ait pas ces apprentissages à l'école. Franchement. Parce que là, je le dis, c'est le rôle des marques d'être pédagogique, de mettre un produit. Quand tu mets un produit sur le marché, tu dois être en capacité d'expliquer comment l'utiliser de la meilleure façon. Néanmoins, je pense que là, on essaie de rattraper, je pense, un retard sur certains sujets. Néanmoins, moi, je pense que ça doit absolument faire partie de l'enseignement à l'école. Oui, non, mais c'est clair. Parce que c'est les comportements individuels aussi qui permettent de faire changer les choses. Tout à fait. Quotidien. Et de toute façon, il n'y a que ça. Oui. Tu sais, c'est 1 + 1 + 1 + 1. Tout seul, tu n'y arriveras pas. Non, c'est clair. Donc, non, on doit tous y mettre du sien. Et je voulais aussi revenir sur un aspect de la création d'entreprise. C'est quand je suis arrivée, tu étais avec Romain, avec votre mentor, coach de Haut Défi. Et donc, c'est vrai que Mutine, donc, vous êtes chez Haut Défi et aussi lauréat du réseau Entreprendre. Qu'est-ce que ça vous a apporté de faire partie de ces réseaux incubateurs, enfin voilà, on peut les appeler comme on veut, mais d'avoir cet écosystème-là, en fait, au départ. C'est génial. C'est génial parce que, tu vois, on ne sait pas tout, on ne connaît pas tout. Et de pouvoir profiter d'un réseau d'entrepreneurs qui a déjà du vécu, qui a déjà, comme je t'ai dit tout à l'heure, des échecs potentiellement, vécu des échecs et des réussites, mais ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix de pouvoir profiter de ça. Là, on est accompagné effectivement pour Haut Défi par Olivier, qui est un entrepreneur dans la région. Il est génial. Il est génial parce que il nous fait parler beaucoup, bien évidemment, mais il ne juge pas et tu sens en fait son expertise, tu sens son recul et il est force de conseil et il n'est pas là pour juger en fait, tu vois. Et même quand tu as l'impression de t'être loupé sur un truc, il arrive à avoir le côté positif en disant « Mais non, regarde, finalement, ok, toi, tu as l'impression que tu t'es loupé. Mais regarde, là, tu as appris telle et telle chose. » Et moi, je trouve que c'est génial. Et pour ça, avec Romain, en toute transparence, on était super étonnés de voir tous les soutiens qui existent dans la région. C'est génial. Franchement, créer dans le Nord, alors je veux dire créer dans les Hauts-de-France, c'est pas difficile, on est accompagné, on a des aides, parce qu'on a également eu des aides par la région, en fait, des Hauts-de-France. Et il y a une solidarité extraordinaire. Il y a un très bel écosystème. Il y a un bel écosystème. Ouais. Et du coup, tu n'es pas seule, tu as plein d'endroits où tu peux échanger avec d'autres entrepreneurs ou aller chercher de l'expérience, de l'expertise. C'est ça. Donc ça, c'est hyper important. Comme chez Réseau Entreprendre, on peut à n'importe quel moment faire appel. Et tu vois, il y a une telle différence de métier en plus que tu fais un appel à l'aide. Tu as plein de personnes qui sont là pour t'aider, pour t'écouter, pour travailler avec toi sur un business plan. Non, c'est génial. Franchement, on est ravis. Et j'attends le jour où je pourrais donner en retour. Tu vois ? Moi, j'adorerais pouvoir avoir assez de recul pour me dire, bon, c'est à mon tour d'aider, tu vois. Ça, c'est génial. C'est sûr. Ouais. Puis c'est vrai que ces réseaux-là, ils fonctionnent beaucoup comme ça aussi. C'est vrai que Réseau Entreprendre, à un moment, tu as été lauréat, tu as été accompagné, et puis après, hop, toi, tu grandis. Donc, tu peux aider, accompagner des entrepreneurs qui se lancent par ton expérience, quoi.
vivement mon tour. Voilà. Après, je sais pas ce que je pourrais apporter, mais juste, tu vois, d'avoir le sentiment de dire, t'as aidé un entrepreneur et il s'est pas senti seul parce que tu vois, comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai travaillé quand même dans une grosse boîte, un système, je veux dire, avec une belle organisation. Tu avais des expertises partout, en finance, en chimie, en packaging, partout. Tu as un besoin, tu prends ton téléphone, t'appelles. Quand tu es en entreprise, tu es entrepreneur, tu prends ton téléphone, t'appelles qui? On appelle un ami, t'appelles qui? Tu vois, tu n'as pas forcément dans tes amis toutes les expertises. Et avec ces réseaux, ça te permet vraiment, vraiment d'avoir du support. Oui, non, mais je pense que c'est essentiel pour lutter contre la solitude de l'entrepreneur. Voilà, même si vous êtes à deux, des fois, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui a un regard différent et qui n'est pas forcément, on va dire, pas de relation affective avec le projet d'entreprise, les produits et tout. On a la tête dans le guidon, faut le dire. On est dedans. Et en plus, comme tu le dis, on est conjoints. Donc, c'est bien d'avoir ces regards extérieurs. Ouais. Et tu parlais, tu sais, du packaging. En plus, moi, je trouve que le packaging est super beau. Enfin, tu vois, Merci. c'est pas... Parce que des fois, tu dis, bon, allez, les produits écolos, machin, bon, le truc, c'est toujours vert. C'est ça. C'est vrai, c'est du vert avec un petit peu de jaune, foncé, clair, et voilà. Et là, c'est pas du tout ça. Les couleurs, elles sont super jolies. Enfin, voilà, il y a un vrai beau travail sur le packaging. Merci, ça me fait plaisir parce que dès le départ, j'ai interdit le vert. C'est vrai, parce que pour moi, le vert, c'est la couleur du greenwashing. Tu vois, mais regarde, on va prendre 10 secondes pour réfléchir. Pourquoi tu mets du vert dans une lessive? Pourquoi? Ça sert à rien. Ça lave pas plus. Non, c'est sûr. Tu vois. Et donc, si tu formules ton produit de manière éco-responsable, pourquoi tu mets le colorant? Alors que le colorant, il a bien subi, je veux dire, une transformation quelque part. Il a été transporté. Il y a une empreinte CO2. Ça sert à rien. Pourquoi t'en mets? Oui. Tu vois, à part pour lui donner un look plus vert et plus écologique, à quoi il sert? Il sert à rien. Il faut être dans le principe du less is more. Il faut mettre que ce qui est nécessaire pour apporter l'efficacité et répondre à la raison d'être du produit. Et donc, mettre du vert, moi, j'ai jamais compris pourquoi on met du vert. Ça sert à rien. C'est juste pour maquiller, habiller la mariée, comme on dit, maquiller la mariée. Et ça sert strictement à rien. Si t'es écologique, tu le mets pas. Parce que c'est une empreinte carbone. Pour rien. Et t'en as pas besoin. T'en as pas besoin. T'as plein de choses comme ça dans des produits que t'as pas besoin. Tu vois, par exemple, colorer les bouteilles. T'as des marques qui colorent les bouteilles. T'as une bouteille rouge, t'as une bouteille noire pour la lessive black. Tu vois, pour les la bouteille rose pour les délicats. Voilà, c'est ça. Pourquoi? Oui, ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu t'indiques bien la destination finale du produit sur l'étiquette, que c'est bien pour le délicat ou pour le noir, ils le comprendront. Tu vois, il faut pas non plus, je veux dire, infantiliser le consommateur. Il comprend. Oui, c'est sûr. Et t'es pas obligé de mettre des colorants dans tes bouteilles dont on sait que c'est pas écologique, dont on sait que ça rend le recyclage plus difficile. D'ailleurs, faut le dire quand même, que acheter une bouteille colorée, ça rend le recyclage plus difficile. Pourquoi? Voilà, c'est plein de petits trucs comme ça. Tu vois, quand t'es consommateur et que tu veux faire attention pour acheter correctement, pose-toi la question pourquoi c'est coloré? Est-ce que c'est justifié? Est-ce que ça a un impact sur le recyclage? Est-ce que c'est un impact sur le réchauffement climatique? Comme je t'ai dit, le transport d'un colorant qui sert à rien, il sert à rien, quoi. Oui. Donc voilà, c'est des petits tips, tu vois, si t'as le temps pendant tes courses. Non, mais c'est que moi, tu vois, je fais vraiment attention à tout ça. C'est vraiment des choses qui me touchent personnellement, quoi. Même après, je me dis, quand on a des enfants, c'est important aussi de leur montrer les bons gestes, de trier les déchets, de savoir qu'est-ce qui reste, de faire on a de la chance d'avoir un compost pas très loin de la maison, donc on peut aller apporter les déchets de la maison. Donc comme ça, il comprend que avec le marc de café, les trognons de pommes, les machins, ça peut créer de l'engrais après qui peut être réutilisé. Et donc je pense que c'est avant tout une démarche éducative et pédagogique. Ah, carrément. Mais si tu veux, pour la petite anecdote, j'ai un fils qui m'a menacé de me dénoncer pour greenwashing parce que il a ouvert la poubelle et je ne sais par quel moyen, je ne sais pas comment c'est arrivé là, il a trouvé un truc en fait qui devait être recyclé qui n'était pas dans la poubelle du recyclage, tu vois. Moi, j'ai 2 poubelles en fait côte à côte et mais quand je te dis elles sont vraiment côte à côte, quoi, tu vois, donc ça a pu glisser parce que ça débordait d'un côté et donc il a ouvert la poubelle, il était outré, il m'a dit mais maman, tu te rends compte, tu es anti-greenwashing et tu as T'as mis un déchet qui est recyclable dans le non recyclable. Je dis, bon, déjà, c'est pas moi. Et de 2, c'est pas grave, on peut le récupérer et le mettre de l'autre côté. Mais si tu l'as vu, c'est bien. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est super important. Comme tu l'as dit tout à l'heure, l'éducation, c'est super important. Ouais.
Ouais. Alors tu vois, Rizlan, le temps passe, je vois le petit chrono qui tourne et on arrive à la fin du podcast et je vais te poser les quelques questions rituelles. D'abord, je te remercie parce que j'ai passé un super moment et je trouve que c'est important de proposer des produits du quotidien pour modifier aussi nos façons de nettoyer notre intérieur, nos vêtements et de réfléchir un peu plus à l'impact en tout cas de ces actes du quotidien. Merci beaucoup. Donc ce podcast s'appelle La Boussole et la boussole, ça indique le nord. Alors le nord, c'est une direction. Donc si tu avais un message à faire passer, soit aux auditeurs ou plus largement. Aux auditeurs, c'est ne culpabilisez pas. Faites ce que vous pouvez au quotidien pour limiter vos impacts. Et apprenez, en fait, soyez curieux parce que c'est en étant curieux qu'on tend l'oreille et qu'on apprend à changer nos gestes du quotidien parce que seul, on n'y arrivera pas. Et voilà, passer d'un mode consommateur à consommateur. Comprenez en fait qu'on a tous un rôle à jouer. Oui. C'est ça. Oui, c'est important. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Et est-ce que tu as dans ta semaine des rituels ou des moments qui sont importants pour toi et qui font que si tu les as pas dans ta semaine, il te manque un truc quand même? Le sport le matin. Ouais. Je me lève un peu plus tôt pour faire... allez, c'est pas beaucoup, mais c'est ma petite demi-heure de HIIT le matin qui me fait du bien. Mm-hmm. Et quand, comme par exemple aujourd'hui, je ne le fais pas. Ça te manque. Voilà, c'est ça. Et moi, tu vois, je suis une grande lectrice. Alors, est-ce que tu aurais un livre à me recommander ? Ah, malheureusement, je ne lis pas. En tout cas, pas assez. Non, ça, c'est un vrai problème. Je lis des magazines scientifiques parfois. Mais non, je n'ai pas ce plaisir. Ou un bon film ou une bonne série. Un truc série. Alors, par contre, série, j'adore. Le Bureau des légendes. Ah oui, j'adore cette série. C'est génial. Ouais, je suis fan, moi. Voilà, t'adhères. Et enfin, est-ce que tu aurais quelqu'un à me recommander pour un futur invité pour le podcast ? Oui, alors c'est une personne qui est de la région, qu'on a rencontrée sur Instagram et qui est géniale. C'est la créatrice de chez Dame Jeanne & Co. Elle s'appelle J. Roubela. Oui. Et écoute, elle est pétillante, elle est pleine d'énergie et elle commercialise en fait sur son site, sur son Instagram des produits de seconde, troisième main. En fait, c'est de la brocante. D'accord. Et donc, elle est dans de l'économie circulaire. Oui. Et elle est vachement dynamique, elle est super intéressante. Ah ok, je retiens. Merci beaucoup Rizlan, merci pour ton temps. Merci à toi. À très bientôt. Avec plaisir. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les ouvrages et les initiatives évoquées pendant notre conversation. Si vous souhaitez me contacter ou échanger sur le podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à laboussolepodcast, tout en minuscules, tout attaché, @gmail.com. Je vous remercie et vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de La Boussole.